Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc maintenant que nous avons vu la théorie, nous allons voir des applications et pour la statistique de Bose-Einstein, nous allons commencer par étudier le modèle de Bose, des bosons, du rayonnement thermique. Alors qu'est-ce qu'un rayonnement thermique? Un rayonnement thermique, c'est des ondes électromagnétiques, de la lumière ou des ondes radio, qui est en équilibre thermodynamique, avec son environnement à une température T donnée. Alors, on considère une enceinte, par exemple un parallélépipède, dans lequel du rayonnement est enfermé et éventuellement absorbé, émis en permanence par les parois, ce qui permet sa conservation. Les photons qui constituent le rayonnement électromagnétique sont des bosons, et donc on applique la statistique de Bose-Einstein. Alors, comme les photons sont absorbés et émis en permanence par les parois, le nombre m total de photons varie au cours du temps. Donc ce n'est pas une contrainte, et cette contrainte disparaît. Alors rappelez-vous comment on faisait pour calculer la situation d'équilibre. Pour tenir compte des contraintes, on introduisait les multiplicateurs de Lagrange, et pour le nombre m, le nombre total de particules, on introduisait le multiplicateur de Lagrange mu, qui est en fait le potentiel chimique. Donc ici, il disparaît. Et de même que les combinaisons mu-n, qu'on voyait un peu partout, disparaît aussi, puisque le nombre n'est pas variable, et mu n'est pas clairement défini. Et donc on pose mu égale 0 dans les formules précédentes. Ça se simplifie un peu. Par exemple, la distribution mi de photons devient égale à gi sur E exposant bêta epsilon i moins 1. De plus, l'énergie libre et le grand potentiel, qui ne varient que par cette combinaison n mu, deviennent identiques. Et donné ici par kT somme des GI logarithme de 1 moins E exposant moins bêta epsilon i. Alors considérons que nous avons une boîte perpendiculaire, parallélépipédique, comme une brique, de dimensions A, B et C, selon les directions X, Y, Z. Le rayonnement électromagnétique étant une onde, l'onde s'annule sur les parois. Alors, ça c'est un peu comme une corde vibrante qui est fixée aux extrémités. Elle forme des ondulations qui sont nulles au niveau des parois. Donc, la longueur d'onde des ondes électromagnétiques, des photons, dans la boîte, ne peut pas être quelconque. Par exemple, selon la direction X de longueur A, pour avoir un nombre de bosses ou de creux qui tombent juste par rapport, pour que ça s'annule sur les parois, donc si on a les deux parois comme ça, pour avoir, par exemple, ceci, il faut qu'on ait un nombre entier de bosses et de creux, et donc la longueur d'onde est alors égale à 2A sur M, M étant un nombre entier, positif. L'énergie des photons est alors simplement H, C, M sur A, en utilisant la relation de Planck. Et donc, comme on a trois directions, on a trois nombres quantiques, mx, my, mz, et on peut calculer l'énergie d'un photon quelconque en utilisant les trois directions et le théorème de Pythagore, en fait. On trouve epsilon égale hc demi fois mx carré sur A plus my carré sur B plus mz carré sur C. Alors si on calcule
en fonction des variations des nombres entiers ici, mx, my, mz, la distance, l'écart entre deux niveaux d'énergie, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, etc. On calcule l'écart. Pour un volume de, disons, 1 litre, on trouve, en utilisant les valeurs ici, on trouve que ça donne environ 6,2 fois 10 exposant moins 6 électronvolts. Bon, à peu près de l'ordre du millionième d'électronvolts. C'est extrêmement faible. Quand on pense que dans la plupart des atomes, les niveaux d'excitation des électrons autour de l'atome se chiffrent en électronvolts. C'est souvent de cet ordre-là. Donc des millionièmes d'électronvolts, c'est vraiment très très peu. Extrêmement peu. Souvent largement bien inférieur à la précision des mesures. Et donc on va considérer que cette énergie est continue. Alors, l'énergie d'un photon, c'est aussi C fois P, P son impulsion. Attention, petite confusion de notation. Vous avez les dimensions A, B, C de la boîte, le C ici, et vous avez le C ici, qui est en fait le C vitesse de la lumière. Donc désolé pour ce risque de confusion, avec un peu d'habitude on sait que là c'est le C de vitesse de la lumière, et là c'est les dimensions de la boîte. Ici c'est la vitesse de la lumière. Alors on calcule que le nombre GI, la densité du nombre d'états, epsilon, est dans un petit volume d cube R, donc trois petites variations du volume, de la distance et de l'impulsion. Le nombre d'états GI varie comme l'inverse de h cube, constante de Planck. Mais il faut le multiplier par 2. Alors pourquoi? Parce que le photon a deux spins, deux états de spin, plus 1, moins 1. Rappelez-vous que l'état de spin 0 n'existe pas pour les photons. Donc il a deux états de spin, et donc il faut multiplier cette valeur par 2. En passant à des variables continues, la formule de l'énergie libre peut être transformée, et on obtient 2kT sur h cube, en tenant compte de ceci, fois l'intégrale sur d cube R, fois l'intégrale sur d cube P, fois ln de 1 moins E exposant moins bêta epsilon I. Les epsilon étant donné par Cp. Alors l'intégrale sur le volume, rien ne dépend de R ici, c'est l'intégrale sur les petits volumes élémentaires, donc cette intégrale donne simplement V. Par contre, celle-là, elle est beaucoup plus compliquée à résoudre. Pour la résoudre, il faut passer aux coordonnées polaires, il faut utiliser des résultats d'intégrales connus, qui font appel aux fonctions gamma et à la fonction zeta de Riemann. Évidemment, on ne va pas se lancer là-dedans ici. C'est un peu compliqué. C'est pas typiquement l'intégrale qu'on a en examen d'entrée à l'école d'ingénieur. Ce serait plutôt celle qu'on aurait à la fin d'une année d'études. Donc, c'est pas une intégrale facile à résoudre. Donc, je vous donne le résultat. Après le calcul des intégrales, on trouve que l'énergie libre est simplement moins 1 sur 3 VT exposant 4. Avec la constante A, à nouveau risque de confusion, ce n'est pas la dimension de la boîte, égale 7,57 fois 10 exposant moins 16 en unité standard, celle du système international, mètre, kiloseconde, joule, etc. À partir de l'expression d'énergie libre, comme nous l'avons vu, on peut obtenir les autres grandeurs. Par exemple, l'entropie. Alors on calcule facilement l'entropie à partir de ça, puisque c'est la
variation de F avec la température, et ça donne 4 tiers de AVT cube. On calcule aussi la pression. Alors c'est la pression de radiation. Le rayonnement électromagnétique ayant une certaine impulsion, il exerce donc une force sur les parois et donc a une certaine pression. Et cette pression, là c'est la variation avec le volume, donc ça donne 1 tiers de AT4. Alors, ça peut sembler étonnant cette pression, parce que jamais personne n'a senti la pression d'une ampoule lumineuse, même d'un spot très puissant. Effectivement, pour le rayonnement thermique, à température ambiante, on calcule que ça vaut environ 2 fois 10 exposant moins 11 atmosphères. Donc, de l'ordre du centième, de milliardième de la pression atmosphérique. C'est donc extrêmement faible. Oui, mais cette pression augmente comme la puissance quatrième de la température. Donc quand la température grimpe, cette pression augmente très vite. Par exemple, au cœur des étoiles, typiquement la température y est de 10 millions de degrés. Peu importe que ce soit des Kelvin ou Celsius à cette valeur-là. 10 millions de degrés. Et à cette température, on calcule que la pression est à peu près du même ordre que la pression du gaz, du plasma qui constitue l'étoile, donc essentiellement des noyaux d'hydrogène et d'hélium souvent. Et c'est d'ailleurs ce phénomène qui maintient l'étoile en équilibre. La pression du gaz est due à la gravité, au poids, et la pression de radiation, elle, a tendance à pousser le gaz à l'extérieur. Et l'étoile est en équilibre entre ces deux pressions qui sont à peu près du même ordre. Si l'étoile se contracte, la température augmente, la pression de radiation augmente, et ouf, elle se dilate. Si elle se dilate de trop, le cœur se refroidit, la pression de radiation chute, et boum, elle s'effondre sous son poids. Donc, elle a tendance à rester en équilibre, du moins tant que les réactions thermonucléaires peuvent alimenter l'énergie et la température énorme qu'il y a au cœur de l'étoile. On peut calculer aussi le nombre de photons. Alors, c'est la somme des NI, et donc c'est la somme donc des NI ici qu'on avait calculé, qu'on avait donné la formule. Et si on calcule ça, on trouve que cela donne 0,370 fois A sur K, A notre constante, hein, VT cube. Notons que si on compare ces deux formules, on voit que l'entropie, c'est simplement 3,602 fois MK. Donc, dans un gaz de photons, peu importe la température, l'entropie du rayonnement thermique est strictement proportionnelle au nombre de photons. Alors, on peut, en thermodynamique, étudier différentes formes d'évolution des systèmes. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la détente isotherme, c'est-à-dire on prend un gaz et on tire sur le piston pour provoquer une détente, et avec un thermostat, on s'assure que la température reste constante, d'où le nom isotherme. On peut aussi avoir une détente adiabatique, c'est-à-dire qui n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Alors comme les parois ne sont jamais totalement isolantes, c'est en général le cas des détentes très rapides. Typiquement dans un moteur de voiture. Un moteur de voiture, les pistons vont tellement vite à l'intérieur que les variations de pression sont de type adiabatique. Adiabatique, ça veut dire aussi que l'entropie reste constante.
dans le cas d'un gaz de photons, parce qu'on peut considérer nos photons comme un gaz de photons, dans une détente isotherme, température constante, on voit avec ces formules que la densité de photons, c'est-à-dire m divisé par le volume, reste constante. Et au contraire, dans une détente adiabatique, on voit S constant, on voit que le nombre de photons total, le nombre total de photons reste constant. En moyenne, puisqu'il y a des absorptions et émissions sur les parois. Alors, voyons maintenant une petite application de ça, assez intéressante. Considérons l'univers. Alors, on va considérer deux instants, 1 et 2. L'instant 1, c'est la période dite de découplage, je vais en reparler. Et l'instant 2, c'est l'instant actuel. Je vais additionner mes variables à part 1 et 2 pour les reconnaître. Alors, l'univers actuel est baigné d'un rayonnement émis au tout début et appelé rayonnement fossile. Ce rayonnement correspond à une température, donc T2 pour maintenant, de 2,7 Kelvin. C'est froid. Et donc, en utilisant les formules, on constate que N2 égale N2 sur le nombre N sur le volume. On peut le calculer, ça donne 399 photons par centimètre cube. On peut calculer aussi U2, la densité d'énergie, et on trouve 0,251 électronvolts par centimètre cube. À partir de là, en faisant le rapport des deux, on a l'énergie moyenne d'un photon du rayonnement fossile. Et on trouve 6,3 fois 10 exposant moins 4 électronvolts. C'est assez faible. Ça correspond à une longueur d'onde de 0,2 cm. Et c'est aussi un rayonnement typiquement dans les ondes radio, qu'on appelle un rayonnement de type millimétrique. Les ondes millimétriques, c'est un peu dans la gamme des ondes radar. D'ailleurs, quand Penzas et Wilson ont découvert par hasard le rayonnement fossile, ils réglaient une antenne de la Bell Company pour capter des signaux téléphoniques, des signaux radio avec une énorme antenne, très sensible, une nouvelle antenne qu'ils avaient mis en place, et elle était réglée pour fonctionner dans cette gamme de fréquences. Et ils découvrirent par hasard qu'il y avait un bruit. Enfin, pas par hasard, ils ont contrôlé leur antenne. Ils ont contrôlé leur antenne, ils ont constaté qu'il y avait un bruit constant. Alors ça, c'était gênant, évidemment. Ils n'en comprenaient pas l'origine, donc ils ont vérifié l'électronique. Ils ont soupçonné que c'était un bruit d'origine thermique, donc ils ont installé un système de refroidissement à hélium liquide. Et en fait, le bruit était toujours là. Pire que ça, anecdote assez amusante, il y avait des pigeons qui avaient décidé de loger dans l'antenne, donc ils avaient fait leur nid dans l'antenne. Évidemment, qui dit pigeon dit déjection. Donc, ils enlevèrent les pigeons, ils nettoyèrent bien l'antenne. Oui, mais les pigeons, quand on les mène ailleurs, ils reviennent. Tous les pigeons sont pigeons voyageurs. Donc, ils ont choisi la solution radicale. Ils ont ce jour-là déjeuné avec des pigeons au petit pois. Et c'est véridique. Ils ont nettoyé l'antenne et toujours ce bruit de fond. Et en plus, ce bruit de fond, ils le captaient, quelle que soit la direction de l'antenne. Et en masquant avec une barrière métallique, par exemple, l'antenne, ils ne recevaient plus rien. Donc, manifestement, ils recevaient quelque chose. Et c'est par hasard qu'il y en a un des deux qui a dit « J'ai lu quelque chose à ce sujet. » Des physiciens parlaient de la théorie de l'origine de l'univers et d'un tel rayonnement fossile. À peu près dans cette gamme de température, 2,7 Kelvin. À l'époque, ils calculaient grossièrement, ils n'avaient pas toutes les données, donc ils avaient environ 4 Kelvin. Et donc ils se sont dit, est-ce que ce ne serait pas ça? Donc ils ont été assister
à une conférence donnée par l'astrophysicien sur le sujet. Astrophysicien et conférence qui d'ailleurs n'était pas tapageuse, c'était très connu. À l'époque, considérer, parler de l'origine de l'univers, etc., ça faisait pas sérieux. Parce qu'on n'avait aucune donnée. Et ces astrophysiciens n'étaient pas des gens qui travaillaient dans le matériel, dans les antennes. Ils imaginaient qu'un tel rayonnement aussi faible devait être impossible à détecter. Eh bien, ils se trompaient. Penzias et Wilson venaient de le découvrir. Donc, après la conférence, ils ont été voir le bonhomme, et ils ont dit, voilà ce qu'on a découvert. On pense qu'on a découvert votre rayonnement fossile. La découverte du siècle. Alors, ils ont été prudents. Ils ont publié 2 articles, l'un à côté de l'autre. L'astrophysicien a publié un article résumant la théorie, le rayonnement fossile, et Penzias et Wilson ont publié un article sur la mise au point de cette antenne et la détection de ce signal qui baignait tout l'environnement. Évidemment, inutile de dire que ces 2 articles ont fait un boom. On pouvait presque lire comme titre dans les journaux au grand public, on a vu le début de l'univers. C'est pas tout à fait vrai, mais il y a un petit peu de ça. Donc évidemment, extraordinaire. Le choc. Voilà pour la petite histoire. Alors, donc le modèle de l'univers, c'est le modèle dit du Big Bang. En fait, je n'aime pas trop ce terme, hein, parce que ce terme, il a été inventé par quelqu'un qui n'aimait pas la théorie du Big Bang. C'était Fred Hoyle, qui pensait que l'univers était stationnaire, donc il n'était pas en expansion comme on l'observe actuellement. Et il avait appelé cette théorie la théorie du grand boom, pour s'en moquer. Alors, en anglais, bien sûr, la théorie du Big Bang Theory. Et ce terme a eu, contrairement à tout attendre, un succès extraordinaire. On peut dire que Fred Hoyle a contribué au succès de la théorie auprès du grand public. C'est un petit peu ironique comme histoire. Je préfère le terme plus scientifique de modèle standard de la cosmologie. Alors c'est un peu plus long, c'est vrai. Alors dans ce modèle, l'univers est en expansion, et comme l'univers c'est tout, mais forcément, il n'échange pas de chaleur avec l'extérieur, il n'y en a pas. S'il y avait un extérieur, ça ferait aussi partie de l'univers. Donc, il s'agit là d'une détente adiabatique. Et le volume varie d'après les modèles qui sont là issus de la relativité générale. Les modèles montrent que le volume varie avec le temps au carré, t carré. Donc le temps ici, pas la température. Hein. L'entropie est constante, donc Vt cube est constant, donc on en déduit que la température varie comme T2 fois le temps divisé par T2, petit T2 le temps actuel, exposant moins 2 tiers. On en déduit que le nombre de photons par unité de volume, la densité de photons, varie comme N2 fois T sur T2 exposant moins 2. Et que la densité d'énergie des photons varie comme U2 fois T moins T sur T2 exposant moins 8 tiers. Alors, à l'état actuel, l'observation, la confrontation aux mesures, donne que l'univers a environ 13,6 milliards d'années. Effectivement, quand on regarde les plus vieux objets de l'univers, en général des petites étoiles dans des amas globulaires qui sont parfois très anciens, on trouve que les objets les plus vieux ont grosso modo de l'ordre 12 à 13 milliards d'années. Donc ça colle. Les objets les plus vieux ont à peu près, soit à peine plus jeunes que l'âge de l'univers. Alors, considérons maintenant l'époque 1. Alors, l'époque 1, c'est la période de découplage. Alors, puisque l'univers est en expansion, au tout début, il devait être très comprimé, très dense et très chaud.
à cette température extrêmement élevée, la matière est ionisée, les électrons sont arrachés des atomes, et le rayonnement ne se propage pas, parce qu'il interagit très facilement avec des particules chargées qui se baladent dans tous les sens. Puis à un moment donné, à force de se dilater, la température a suffisamment diminué pour atteindre environ 3000 Kelvin. T1 égale 3000 Kelvin. À cette température-là, les électrons se recombinent au noyau, essentiellement d'hydrogène, et la matière devient neutre, donc plus de charge électrique qui se balade. Et à ce moment-là, le rayonnement est beaucoup moins facilement absorbé et il se met à se balader librement. C'est la naissance du rayonnement fossile. C'est ce qu'on appelle la période dite de découplage, l'époque où le rayonnement thermique s'est découplé de la matière. Le gaz de photon a alors évolué librement par détente adiabatique, comme on vient de le voir. Et donc on peut calculer T1 avec les formules, l'époque T1 petit T1, l'âge à laquelle le découplage s'est produit, et avec ces formules, on trouve que ça donne environ 360 000 ans. Donc l'univers était âgé de 360 000 ans lorsque ce découplage s'est produit. Et donc il a continué à grandir pendant environ pendant un peu plus de 13 milliards d'années. On peut aussi ce qu'on peut vous donner aussi, c'est la densité de masse, de matière. La matière non ordinaire. La matière ordinaire, pour savoir combien il y en a, il suffit de regarder. On peut regarder les étoiles, les galaxies, les nuages de gaz. On fait le compte et on trouve que la quantité de matière, c'est environ 10 exposant moins 30 grammes par centimètre cube. 10 exposant moins 30, c'est très très peu. Hein. L'univers, c'est beaucoup de vide. Ou des zones où la matière est très diluée. D'ailleurs, savez-vous que quand vous voyez des photos de l'univers avec de magnifiques nuages galactiques, comme le nuage interstellaire appelé nuage de la tête de cheval, parce qu'il a vaguement la forme d'une tête de cheval. Eh bien, ces nuages, en fait, ils sont très vides. Même avec une pompe à vide dans votre garage, en pompant comme vous voulez, vous n'arriverez pas à avoir un vide aussi vide que ces nuages, qui sont opaques. Et si ces nuages sont opaques, c'est parce qu'ils font des centaines ou des milliers d'années-lumière de long. Donc même avec très peu de matière dedans, la lumière ne traverse pas. Et en dehors de ces nuages, on voit très bien l'univers, on voit les étoiles, on voit les galaxies, et donc c'est encore plus vite que ça. Donc l'espace, c'est vraiment très vite. D'ailleurs, petit exemple qui montre à quel point c'est vite. Notre galaxie contient environ 200 milliards d'étoiles. La galaxie d'Andromède, qui est notre voisine la plus proche, a à peu près la même taille. Et elle nous fonce dessus à tout berzinc. Et on estime que la collision des deux galaxies se produira dans environ 1 milliard d'années. Eh bien, ça ne sera pas grave. Parce qu'il y a tellement de vide que les collisions entre les étoiles des deux galaxies vont être extrêmement rares. Les étoiles vont simplement passer les unes à côté des autres. Parce qu'il y a beaucoup de vide entre les étoiles. 36 000 milliards de kilomètres jusqu'à la plus proche étoile, hein, Proxima du Centaure. Et donc, il n'y aura pas de grosse collision. Alors les nuages de gaz dans la galaxie, eux, se heurteront plus facilement. Ils vont se comprimer. Ce qui va provoquer la naissance de nombreuses étoiles, des flambées d'étoiles. Il est clair que si des êtres humains existent encore à cette époque-là, le ciel étoilé sera certainement superbe, car riche en étoiles jeunes qui devront certainement bien décorer le ciel. Donc la densité ρ2, 10-30 grammes par centimètre cube. Et la densité fois le volume donne la masse totale, et donc ça doit être une constante. À nouveau, parce que l'univers, c'est tout, il est fermé, rien ne sort de l'univers, puisque à l'extérieur, ça serait toujours l'univers. Donc la masse est constante, donc ρ varie comme l'inverse du volume. La densité de matière varie comme l'inverse du volume. Et donc, on trouve que ρ
est égal à ρ2 fois T sur T2 exposant moins 2. Et on peut calculer la densité de matière à l'époque du découplage. 1,4 fois 10 exposant moins 21 grammes par centimètre cube. C'est encore très très peu dense. Hein. Très très peu dense. Donc c'est vrai que par exemple dans les étoiles la matière est ionisée et quand on est suffisamment éloigné de l'étoile la température baisse suffisamment après traverser la couronne pour que la matière ne soit plus ionisée, mais même là la densité y est beaucoup plus grande, jusqu'avec le vent solaire. À cette époque-là, l'univers était déjà relativement vide. Donc, ρ1 1,4 fois 10 exposant moins 21 grammes par centimètre cube. Et on peut calculer la densité d'énergie due à la matière. C'est notre bon vieux E égale mc2. Donc en multipliant par c au carré, la vitesse de la lumière au carré, on trouve que ça fait 7,9 fois 10 exposant 11 électronvolts par centimètre cube. Ça, c'est déjà pas mal. On peut calculer la densité d'énergie de rayonnement, U1, avec nos formules, à la même époque. On trouve 4 fois 10 exposant 11 électronvolts par centimètre cube. Et donc, les densités d'énergie de matière et de rayonnement étaient grosso modo assez proches l'une de l'autre à cette époque, à l'époque du découplage. Si on regarde les formules, on voit qu'au cours du temps, la densité d'énergie des photons diminue beaucoup plus vite. Moins 8 tiers pour l'exposant. Alors pour que la matière, c'est moins 2. Donc la densité d'énergie des photons diminue beaucoup plus vite. Et à l'inverse, si on remonte dans le passé, en remontant dans le passé, elle augmente beaucoup plus vite. Ce qui veut dire que, avant la période de découplage, l'essentiel de la densité d'énergie était dû au rayonnement. On appelle ça l'ère radiative. Et après le découplage, l'essentiel de la densité d'énergie vient de la matière, puisque la densité d'énergie des photons diminue plus vite. Et donc on dit qu'on est passé dans l'ère de la matière. Voilà, donc vous voyez les choses extraordinairement intéressantes qu'on peut tirer d'une simple application rayonnement thermique décrit avec des bosons. Alors dans la prochaine vidéo, maintenant nous sommes armés pour le faire, nous reviendrons sur un sujet dont nous avons parlé il y a déjà un bon bout de temps, c'est le rayonnement du corps noir. Je vous remercie.